Bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question assez fondamentale, soulevée par notre source. Comment est-ce que notre cerveau fait pour transformer ce flux d'infos sensorielles, parfois un peu chaotique, en une perception du monde qui nous semble si claire, si stable? Oui, c'est vraiment la question clé. On va explorer ensemble ces mécanismes de la perception. C'est ce que l'auteur de notre source, Denis Baudouin, appelle le quatrième niveau de développement de la conscience dans son livre Conscience, l'éveil de la matière. Et on se base en particulier sur le chapitre 4, perception, c'est ça? Exactement. C'est notre base pour cette discussion. D'accord. Alors notre but, ça va être de décortiquer un peu comment le cerveau assemble toutes les pièces de ce puzzle sensoriel pour créer non seulement une image du monde, mais aussi ce sentiment d'être dans ce monde. C'est un peu une exploration des coulisses de notre propre tête, quoi. Tout à fait. Et le point de départ, d'après le texte, c'est de revoir un peu l'image qu'on a du cerveau. Souvent, on l'imagine comme un centre de commande, un peu le grand chef qui décide de tout. Oui. Mais l'auteur, lui, il propose une autre image, une métaphore différente. Ah oui, celle du tableau de bord. J'ai trouvé assez parlante celle-là. Plutôt qu'un grand patron, le cerveau serait comme une immense surface où toutes les infos arrivent et sont visualisées. Un peu comme l'état du système affiché en temps réel. C'est exactement ça. Les informations, elles circulent sous forme de signaux bioélectriques et ce sont les neurones qui les transmettent. Ces cellules, elles sont vraiment spécialisées là-dedans. Elles reçoivent via leur dendrite et, si la stimulation est suffisante, hop, Elles envoient le courant. voilà, elles génèrent un influx nerveux qui part le long de l'axone pour passer l'info. C'est ça leur fameuse excitabilité. Mais ce n'est pas juste une réaction mécanique à chaque petit signal reçu, si. Il y a une sorte de calcul avant de déclencher. Oui, c'est ça. Chaque neurone, il fait la somme en quelque sorte. Il intègre tous les signaux qu'il reçoit. Certains qui excitent, d'autres qui inhibent. D'accord. Et c'est seulement si le total dépasse un certain seuil qu'il s'active et qu'il envoie le message à son tour. Et c'est ce réseau incroyable de neurones connectés qui relie tout le corps au cerveau et qui permet cette cartographie dynamique. Ok, donc ce tableau de bord, il clignote, il s'actualise sans arrêt. Des zones s'allument, d'autres s'éteignent. Ça reflète ce qui se passe en nous et dehors. Mais alors, comment le système ajuste sa sensibilité? Parce que parfois on est plus attentif ou moins. Ah, ça, c'est ce que le texte appelle la modulation neuronale. C'est un mécanisme qui permet d'ajuster la réactivité de groupes entiers de neurones. Comment ça marche concrètement? Par la libération de substances chimiques, des neuromodulateurs, au niveau des synapses, les points de connexion. Et ces substances, elles vont changer la façon dont les neurones suivants vont réagir aux signaux qu'ils recevront après. L'analogie du chef d'orchestre dans le texte, elle est pas mal pour ça, non? Il ne joue pas lui-même, mais il donne le ton, le rythme à tout l'orchestre neuronal. C'est une excellente image, oui. Ça montre bien comment la sensibilité globale peut être réglée sans avoir à gérer chaque neurone en par un. Et cette idée d'assemblage, d'intégration, elle est vraiment cruciale quand on regarde la vision. Comment on passe de signaux lumineux à une image cohérente. Oui, c'est vrai que ça paraît dingue comme défi. L'œil capte des points, des couleurs, des lignes. Comment le cerveau met tout ça en ordre pour qu'on reconnaisse, je sais pas, une tasse? Alors, les signaux qui viennent de la rétine, ils convergent vers des centres d'intégration visuelle dans le cerveau. Le texte explique qu'au début, par exemple chez un nouveau-né, c'est un peu le bazar. Le chaos. Voilà. Le centre intégrateur reçoit les signaux, mais il ne sait pas encore très bien d'où ils viennent dans le champ visuel. Il ne peut pas les assembler correctement. Donc c'est en apprenant qu'on met de l'ordre. Les neurones apprennent leur adresse dans l'image globale. C'est ça l'idée? C'est l'idée fondamentale, oui. Avec l'expérience, encore et encore, les neurones établissent une connexion stable, qui correspond à leur position relative. C'est ça que l'auteur nomme le schéma visuel. Une fois que ce schéma est appris, le centre intégrateur sait d'où vient chaque info. L'exemple du bébé qui apprend petit à petit à fixer du regard, à suivre un objet, ça illustre bien cette construction. Et l'analogie du puzzle qu'on commence par les bords, c'est assez juste aussi. Tout à fait. Une fois que ce schéma visuel est en place, chaque neurone peut donner une sorte d'impression contextualisée, une info située. Et quand l'intégrateur reçoit toutes ces infos bien placées, il peut les assembler. Et c'est là qu'émerge l'image cohérente, la révélation d'une forme, d'une scène. Fascinant comme processus de construction. Et ce concept de schéma, de carte interne apprise, est-ce que ça marche aussi pour la perception de notre corps? Comment on sait où est notre main, là, maintenant, même si on ferme les yeux?
Absolument. Le texte décrit la formation d'un schéma corporel un peu sur le même principe. C'est une représentation interne de notre corps, sa forme, la taille des différentes parties, leur position dans l'espace, comment tout ça est connecté. Et cette carte, on l'a construite depuis tout petit, en bougeant, en touchant, en explorant, parfois en se cognant aussi d'ailleurs. Exactement. Et le fait de voir nos membres, ça aide à confirmer où ils sont. Oui, c'est un apprentissage constant basé sur toutes ces expériences sensorimotrices. Les neurones qui s'occupent du toucher, de la proprioception, c'est-à-dire la position des membres, eh bien, ils acquièrent une sorte de connaissance implicite de leur place sur cette carte corporelle en 3D. Du coup, si on vous touche le bras, le cerveau sait tout de suite où situer ça. Et l'étape d'après, c'est quand la conscience ressent qu'elle habite le corps. Ce n'est plus juste une carte technique, c'est vraiment l'expérience subjective d'être là, dans son corps. Le texte suggère que ce sentiment d'incarnation devient particulièrement fort quand l'info du schéma corporel « Où est mon corps ?» est mise en relation intégrée avec l'info visuelle du monde extérieur « Où est le monde par rapport à moi ?» Ah oui. La fusion des deux, ça crée cette impression très forte d'être un soi, un corps, situé dans un environnement qu'on perçoit. D'accord. Donc on a une image du monde et le sentiment d'être dedans. Mais il y a un autre truc étonnant, hein, la constance de ce qu'on perçoit. Pourquoi une chaise, par exemple, ça reste une chaise même si on la voit sous un angle différent, avec une lumière différente, ou si c'est un modèle qu'on n'a jamais vu? Ah, ça c'est parce que le cerveau est capable de modéliser l'espace et surtout de faire de l'abstraction. La perception, ce n'est pas juste enregistrer passivement. D'après le texte, elle construit activement une sorte de modèle 3D du monde. Elle fusionne les infos visuelles, tactiles, auditives. Une maquette dynamique interne, en quelque sorte? Et l'abstraction, c'est le fait d'extraire l'essentiel de cette maquette? Exactement. Le cerveau apprend à repérer ce qui ne change pas, les caractéristiques invariantes, les motifs qui reviennent tout le temps, les contours généraux qui définissent une chaise, le type de mouvement qui dit quelqu'un marche, les relations spatiales stables entre les objets d'une scène. Hmm. En extrayant ces invariants, il construit des concepts généraux abstraits. Et c'est ça qui explique pourquoi on reconnaît l'idée de chaise, lâchéicité, même si l'image précise est nouvelle. Le cerveau travaille avec le concept abstrait, pas juste l'image du moment. C'est comme ça qu'il maintient une perception stable du monde. Et cette modélisation de l'espace, cette capacité à jouer mentalement avec les relations spatiales, c'est aussi ça qui est à la base de notre sens de l'orientation. Repérer des points de repère, estimer des distances, anticiper une trajectoire, tout ça, ça repose sur ce modèle interne. L'analogie du GPS interne qui s'améliore avec l'expérience, elle est assez bonne. Est-ce que ce principe d'abstraction, de reconnaître les motifs essentiels, ça marche aussi pour d'autres sens, Evelyne? L'audition, par exemple. Comment on fait pour suivre une conversation dans le brouhaha d'un café? Oui, le texte dit que c'est un principe similaire. Notre système auditif apprend, lui aussi, à identifier des séquences sonores spécifiques. Les sons d'un mot, le contour d'une mélodie, le rythme d'une phrase, comme des motifs cohérents qui ressortent du bruit de fond. D'accord. Une fois que ce motif abstrait est reconnu, hop, il peut être traité pour comprendre son sens. Revenons une seconde à la vision. La profondeur, le fait de voir en 3D, comment ça marche? Chaque œil ne reçoit qu'une image plate après tout. Comme nos deux yeux sont un peu décalés, ils ne voient pas exactement la même chose. Ils reçoivent des images légèrement différentes de la même scène. Et le cerveau, enfin un centre intégrateur, compare ces deux images pour en déduire la profondeur, la troisième dimension. Mais, et c'est important, il y a une subtilité que le texte souligne. Laquelle? C'est que l'intégrateur, il ne compare pas les images brutes point par point. Non, il travaille à partir des formes abstraites qui ont déjà été reconnues dans chaque image, grâce au schéma visuel dont on parlait. Ah! Si l'image ne contient aucune forme reconnaissable, si c'est juste des points au hasard, par exemple, l'intégrateur ne peut pas faire la comparaison. Et la perception de la profondeur disparaît, ou elle est très réduite. Il a besoin de ces formes déjà identifiées pour calculer le décalage entre les deux yeux. Intéressant. Donc même pour la 3D, l'abstraction est nécessaire. Et cette impression qu'on a de voir tout notre champ de vision super net, complet, c'est vraiment le cas. Pas tout à fait, non. Le texte explique que même la netteté, c'est en partie une construction. Les textures, les couleurs, ok, ça vient des sensations brutes. Mais la clarté des formes, elle dépend du schéma visuel qu'on a appris. Et puis, surtout, notre vision est très nette au centre, là où on fixe, mais ça se dégrade très vite sur les côtés. C'est vrai. La périphérie est beaucoup plus floue qu'on ne le croit. Pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir des zones floues ou un trou là où il y a le point aveugle. Non, et c'est là que le cerveau est malin. Il fait du remplissage.
Il utilise les infos qu'il a, les schémas appris, le contexte, pour combler les zones moins détaillées sur les côtés, et aussi la zone aveugle, là où le nerf optique quitte l'œil. D'accord. Et lors de l'intégration finale, il génère cette impression d'une image continue, complète et globalement nette. C'est une reconstruction super efficace pour pouvoir agir. C'est assez bluffant comme mécanisme. Justement, l'action. Comment cette perception qu'on construit nous permet d'interagir avec le monde? L'exemple d'attraper une balle, il est bien pour ça. Oui, attraper une balle en vol, comme le décrit le texte, c'est hyper complexe. Il faut, premièrement, localiser la balle précisément dans l'espace 3D. 2. Anticiper sa trajectoire future, ça demande une modélisation du temps, ça. Et 3. Coordonner très finement les muscles pour que la main arrive au bon endroit, au bon moment et avec la bonne forme pour saisir. Et on apprend ça comment? Certainement pas en se donnant des instructions conscientes super détaillées à chaque fois, j'imagine. Non, bien sûr. On apprend par essai et erreur en développant ce que le texte appelle des heuristiques motrices. Ce sont des sortes de règles pratiques, des stratégies efficaces que le système nerveux découvre pour résoudre un problème moteur donné, comme intercepter un objet. D'accord. Les séquences de commandes motrices qui marchent bien, elles sont renforcées, elles sont comme gravées. Et avec la pratique, ça devient automatique. Marcher, faire du vélo, conduire sur une route qu'on connaît par cœur, on n'y pense plus consciemment. C'est exactement ça. Ces séquences motrices qu'on maîtrise bien, elles sont gérées à des niveaux plus bas du système nerveux. Elles n'ont plus besoin de mobiliser l'attention consciente. Mais le texte précise quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas la conscience qui délègue activement la tâche. Ah non, c'est plutôt quoi alors? C'est plutôt que ce niveau perceptivo-moteur, il filtre ce qu'il sait gérer tout seul. Un peu comme l'analogie, on ne va pas déranger le chef si la routine fonctionne bien. C'est seulement quand il y a un imprévu, une erreur ou quelque chose de nouveau que l'info remonte au niveau de l'attention consciente pour être traitée. C'est une bonne façon de le voir, oui. Et cette automatisation, elle est cruciale. Elle libère nos ressources attentionnelles qui sont limitées pour qu'on puisse s'occuper d'autre chose que des tâches routinières. Ce qui nous permet de nous concentrer sur réfléchir, observer ce qui se passe autour, apprendre un truc nouveau. En gros, explorer au-delà de ce qui est automatique. Voilà. Pour résumer, ce que ce chapitre nous montre, c'est que notre perception, c'est loin, très loin d'être juste une fenêtre ouverte sur la réalité telle qu'elle est. C'est un processus incroyablement actif. C'est une construction permanente. Hmm. Le cerveau interprète, il assemble, il filtre, il abstrait, il complète sans arrêt les informations qui arrivent des sens. Et pour faire ça, il s'appuie énormément sur les schémas qu'on a appris par expérience et sur des mécanismes d'intégration très sophistiqués. C'est une sorte de co-création, en fait, entre le monde extérieur et notre propre système nerveux. Et quand on prend conscience de ça, ça change un peu la façon dont on voit notre propre expérience, ce qu'on appelle la réalité. On réalise que c'est une œuvre super complexe, façonnée à la fois par notre biologie et par notre histoire personnelle. Absolument. Chaque instant qu'on perçoit, c'est le résultat de cette interaction hyper complexe entre les signaux bruts qui arrivent et nos structures internes qui les interprètent. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être un peu vertigineuse. Si notre cerveau est si fort pour construire cette image cohérente, stable, en remplissant les blancs, en filtrant, en interprétant à travers nos schémas appris, Alors, oui, inévitablement, la question se pose. Quelle est la part de cette réalité qu'on perçoit qui correspond vraiment au monde extérieur en soi? Et quelle est la part qui vient de notre propre construction mentale? Jusqu'où notre esprit sculpte-t-il l'expérience même que l'on vit comme étant la réalité objective? c'est une interrogation fondamentale, hein. Ça nous rappelle que notre accès au monde, ce n'est peut-être pas une vitre transparente, mais plutôt un tableau que notre cerveau ne cesse de retoucher. De quoi laisser matière à réflexion.